Vous vous demandez peut-être pourquoi cette vidéo commence avec une affiche du film Space Cowboys. Eh bien, figurez-vous que le parcours de notre invité du jour couvre 6 décennies d'astronomie, d'astrophotographie et de photographie du paysage nocturne. Alors préparez-vous pour un sacré voyage en compagnie de Pascal Gouraud. Alors Pascal, moi la première question que je vais te poser forcément, c'est lié à ton parcours, la durée de ton parcours dans l'astrophotographie, et j'ai presque envie de dire dans la photographie, parce que ça ne s'arrête pas à l'astro en ce qui te concerne. On est à, quoi, tu m'avais dit 5 ou 6 décennies Ah, sur l'astronomie en tout cas déjà. Est-ce que tu peux nous raconter quand tu as démarré, parce que tu as dû démarrer enfant, et pourquoi tu as démarré? oui, alors alors si je te préviens tout de suite, ça va faire un peu Space Cowboy, hein. On va Ah ouais, remonter dans le temps. allons-y. Moi, c'est vrai qu'aussi loin que je remonte, j'ai toujours été attiré par l'astronomie et l'astronautique. Et ça a démarré évidemment avec le programme Apollo, quoi. Et à 11 ans, c'est Apollo 11, hein, l'année 69, là. Et là, là, je suis tout. Je me souviens encore que mes parents m'avaient acheté un atlas lunaire, là, tu vois, et je suivais toutes les étapes du voyage spatial, étape par étape, jusqu'à voir effectivement l'alunissage. Donc ça, c'est un souvenir assez fantastique. Et ça a démarré là. Ça a démarré là et ça s'est jamais arrêté, en fait, hein. Alors après, on va voir, il y a des périodes pendant lesquelles j'ai un peu arrêté, ou suspendu. Mais ça a démarré avec ce programme Apollo. Et puis, naturellement, j'ai observé la Lune, et les planètes. En fait, moi, je suis venu à l'astronomie par l'observation visuelle de la Lune et des planètes, essentiellement, hein. À partir de 11 ans, tu vois, je me suis fabriqué j'avais une longue vue et une monture équatoriale avec des manches à balai, là, en bois. J'avais piqué à ma mère, d'ailleurs, elle était contente, avec un balai coupé en deux. Tu l'as Et fabriqué donc, toi-même? ouais, je l'ai fabriqué moi-même. Et puis, pas la longue vue, hein, la monture équatoriale. Mais c'était une vraie petite monture équatoriale avec les deux axes, tu sais, qui tournaient. C'était rigolo. Bon, bref. Et puis après, j'avais deux autres copains qui faisaient de l'astro. Alors, j'ai toujours un peu fait de l'astro en bande, même si j'adore en faire tout seul. En fait, j'aime bien les deux. Mais j'ai toujours fait un peu en bande. Alors, on était trois ados, quoi. Période 14-15 ans, 14-18, 14-18 ans, disons. Et là, à l'époque, on avait tous des petits Newton, tu sais, le fameux, ce qu'on appelait le 100-900 ou le 114-900. Donc, petit miroir, focale quand même assez longue, mine de rien. Alors, tout en manuel, hein, les flexibles, le petit chercheur tout petit, et on repérait, on faisait ce qu'on appelait à l'époque, c'était pas le marathon Messier, mais ça préfigurait ça, quoi. On cherchait les petits objets. Alors, aux chercheurs, tu peux imaginer le sport que ça pouvait être. Alors, on était en bord de mer quand même à l'époque, du côté vendéen, là. Et tous les trois, tout l'été, on passait quasiment une bonne partie de nos nuits à scruter les objets et faire du visuel et à apprendre le ciel finalement. Et puis après, très vite, c'est la photo qui m'a intéressé. Et évidemment, dans ces années-là, c'est la période argentique. C'est nettement plus compliqué. On travaille en noir et blanc avec des pellicules, ce qu'on appelle les pellicules 24-15, là. On peut hyper sensibiliser pour accentuer la sensibilité au rouge pour les nébuleuses. Et puis sinon, on travaille en diapo pour la couleur essentiellement, en hectachrome, kodachrome. Et là, à partir de 18-20 ans, j'observe toujours les planètes, mais je commence à les photographier. La Lune et les planètes, là, Mars, Saturne, Jupiter, avec les premières découvertes fascinantes là, en particulier de Jupiter. J'ai toujours été un fan de Jupiter. Bizarrement, certains disent c'est plutôt Saturne souvent en premier. Moi, c'est Jupiter parce que je trouvais que Jupiter, c'était extrêmement changeant, hein. Les taches sur Jupiter, la grande tache rouge, mais pas que, les satellites qui s'éclipsent des fois, qui passent devant, derrière. Enfin, ça change tout le temps, quoi. Tout le temps, tout le temps. Donc, j'ai commencé avec ça. Et puis, naturellement, les oppositions de Mars. Alors ça a été assez fabuleux en visuel et en photo. Sachant qu'à l'époque, alors, je vais y revenir d'ailleurs, j'ai connu cet âge où tout était manuel. Donc on pointait, il n'y avait pas de go-to, il n'y avait même pas au début de moteur qui entraînait l'axe d'ascension droite. Donc il fallait tout faire en flexible, quoi. Bon, c'était un peu sportif quand même. Et puis après, la photo, c'était compliqué, quoi, parce que là, réglage bien sûr manuel de la mise au point, on faisait nos photos, et puis on voyait le résultat lorsque la pellicule était développée. Et j'ai énormément de souvenirs où je vais chercher mes pellicules. Alors après, j'ai pu les agrandir moi-même, mais quand je les développais moi-même, hein, c'était pareil. Je sortais la pellicule, je regardais, et puis
rien. Soit tout blanc, soit tout noir, soit complètement flou, bref. Sauf qu'on le savait bien après, et qu'en plus, on n'avait pas l'équivalent des exifs associés au fichier, et qu'il fallait se souvenir, si on en trouvait par hasard une qui était bonne, ouais, mais qu'est-ce que j'ai pu changer à ce moment-là? Donc, il fallait retrouver ses notes et tout. Tu imagines la galère, quoi. Quand on galère à ce point-là, et avec l'absence de technologie, j'imagine que l'obtention d'un résultat doit être générateur d'une émotion beaucoup plus forte. Absolument, absolument. Je pense que les premières photos de Mars et de Jupiter et de la Lune aussi en particulier, là, c'était assez fantastique. Alors surtout qu'après, j'ai essayé de... Alors là, après, on est dans les années 80, là, après, je passe 70, années 80. C'est dans les années 80 que je m'équipe un peu plus, avec un C8, un tube orange, là, sur une monture de l'époque, c'était une monture Vixen, on l'appelait la Super Polaris, qui n'était pas motorisée au début, et puis qu'ensuite on a pu plugger deux petits moteurs. Alors ça, c'était fantastique, avec une petite raquette, et alors, il n'y avait pas de go-to, il n'y avait pas de pointage aux coordonnées, mais on pouvait quand même avec la raquette faire pointer le télescope. Ça, c'était absolument fabuleux. Et puis il entraînait quand même. Donc là, ça a quand même beaucoup simplifié les choses. Et mes premières images mes premières observations de Mars en opposition, alors c'est dans les années 80, je ne sais plus exactement quelle année, mais là, je sors une image en noir et blanc avec les continents de Mars. Ça, c'est fabuleux, quoi. Ça me donne la pêche pour le reste, pour un bon moment. Tu as encore des photos de cette époque-là, numérisées, tu Alors, en as ou pas? Alors, écoute, en argentique, le problème, c'est que je ne les ai pas numérisés après. C'est un peu dommage. Je dois avoir quelques diapos. Il faudrait que je recherche. Du coup, à l'époque, l'astrophotographie, vous êtes quoi, 10 allumés en France à en faire? Alors, voilà, on est très, très peu. Et en plus, il faut se mettre dans le contexte où il n'y a pas Internet, quoi. Il faut bien, rappelez-vous pour ceux qui étaient de l'époque, mais Internet arrive vraiment dans le grand public avec un peu de débit vers le milieu des années 90, grosse maille. Un peu avant pour certains. Quand même quelques bons bouquins. Alors, je peux vous en citer. Il y a notamment le bouquin. Moi, j'ai démarré l'astro avec un bouquin. C'était À l'affût des étoiles, ça s'appelait, de Pierre Bourges et Jean Lacroux. Sinon, c'était les clubs. Donc, systématiquement, bon, j'ai pas mal bougé dans ma carrière, mais j'adhérais toujours au club local. C'est quand même toujours un moyen d'avoir des infos, ou de trouver un mentor, ou tu vois, bref, trouver quelqu'un qui a eu qui a le même parcours, ou qui a eu les mêmes problèmes et qui peut te guider. Donc, c'est quelques bouquins. Et puis, ma foi, c'est tout, quoi. Tu te démerdes, quoi, hein. Et puis les associations, voilà, les clubs, où là aussi le niveau est très variable. Et puis, dans les quelques astrophotographes renommés, on en a entendu parler encore récemment, il y a notamment Christian Arcidi sur la Lune, les planètes, et puis Gérard Terrin, qui est décédé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Là, les images de Gérard étaient absolument fabuleuses sur notamment la Lune, les planètes. C'était un mec qui optimisait son matériel de façon absolument fantastique. Et un type aussi, je l'avais rencontré 2-3 fois humainement, qui était vraiment génial. Voilà, on avait 2-3 guides, quoi, si tu veux, hein. C'est à peu près ça. Et jusqu'au milieu à peu près des années 90. Et milieu des années 90, alors là, il y a un gars, une sorte d'extraterrestre, là, celui qui a démocratisé les caméras CCD pour les amateurs, c'est Christian Bull. Christian Bull arrive, électronicien, super doué, et il démocratise le machin en expliquant. Il nous fournit aussi un logiciel fabuleux qui s'appelle Iris, qui vraiment d'ailleurs a tous les fondamentaux du traitement d'image, hein, même encore aujourd'hui. Alors il a arrêté de le mettre à jour depuis longtemps, mais c'est un outil pédagogiquement fantastique. On trouve tout là-dedans. Et puis surtout, il propose un kit avec une association qui s'appelle Aude pour monter soi-même sa caméra, la première caméra CCD. Et évidemment, j'en étais, quoi. J'ai acheté le kit. C'était une caméra CCD à base d'un capteur Kodak, un CAF 400, tu sais. Alors, la taille, le nombre de pixels, 700 par 500, donc ça va pas très loin. Et on monte soi-même. Donc, il y a la partie, ils te vendent la partie mécanique et tu montes la partie électronique. Tout est en pièces détachées. Tu montes toi-même. En plus, la satisfaction de monter ça soi-même. Et là, je crois que c'est mon premier effet vraiment waouh. C'est quand je monte cette caméra,
que je la teste, tout marche bien, en plus impeccable, c'était bien fait, bien documenté ce machin. Et je lance les premières acquisitions. Alors, je démarre avec la Lune quand même pour voir un peu ce que ça donne. Et là, il y a du signal. Et là, j'obtiens un résultat, j'en crois pas mes yeux, parce qu'en plus, je vois tout de suite ce que je C'est la première prends. fois que tu C'est vois la en temps première réel ce que fois. tu fais. Ouais. Exactement, parce qu'avant, ça m'était jamais arrivé. Et ça, c'est rien que ça. Maintenant, ça devient tellement banal qu'on s'en rend plus compte, mais rien que ça, c'est absolument fabuleux. Et là, je me suis dit, là, ça va être le début de la révolution. Et j'imaginais d'ailleurs même pas ce qui allait se produire dans les 15 à 20 ans qui ont suivi, quoi. C'est absolument fabuleux. Et donc, en parallèle de ça, dans les débuts des années 2000, là, il y a aussi une révolution numérique qui arrive pour les photographes, parce que je faisais de la photo à côté, hein. J'ai toujours fait de la photo à côté, en argentique. Là, les premiers grands réflexes numériques, grand public, et notamment le fameux, ce qu'on appelait à l'époque le Rebelle, le 300D, le Canon 300D, que j'ai dû acheter en 2003 ou 2004, je ne sais plus trop, par là, dans ces eaux-là. Et là, alors là aussi, c'est fantastique parce que en photo, tout de suite, tu peux essayer, expérimenter, corriger, etc. et progresser beaucoup, beaucoup plus vite qu'avant, quoi, hein. Le rythme est tout à fait différent. Donc, la phase d'apprentissage est extrêmement plus rapide et puis on peut être beaucoup plus créatif. Donc, à ce moment-là, ça m'a ouvert aussi. Je faisais de la photo de paysage nocturne avant, en argentique. Mais c'est vrai que ce côté temps différé, c'est-à-dire, tu vois, développer ses diapos, alors on travaillait en diapo, là, exclusivement en couleur, avoir les résultats après coup, etc., c'était toujours un peu pénible quand même. On n'était jamais complètement sûr, finalement, que la bonne photo, on ait les bons paramètres, etc., qu'on retrouve les bons paramètres, etc. Et là, le numérique aussi, donc pour la photo de paysage nocturne, à partir des débuts des années 2000, va complètement révolutionner le machin. Et puis, du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas que ça qui se produit à ce moment-là, hein. Il y a toute une révolution informatique en même temps qui arrive. Et ça, après, j'ai pu suivre ça de près. Alors, même si en parallèle, je fais mes études d'ingé et puis je commence à bosser, je bouge pas mal, je vais me déplacer beaucoup, je vais être très occupé par mon boulot. Donc, du coup, je vais perdre un petit peu le côté vraiment intense de la pratique de la photographie, hein. Je vais lever le pied. Mais par contre, je garde toujours la connexion très forte avec ce qui se passe d'un point de vue optique, mécanique, dans le domaine de l'astronomie amateur. Et je vais suivre tout ça. Alors, je vais pas seulement suivre, d'ailleurs, je vais avoir une sorte c'est ma période un peu de geek, c'est-à-dire où j'achète. Alors j'achète aux 2 tiers d'occasion, 1 tiers neuf, et puis je revends. Mais j'achète, je teste, je revends, je change. Je crois que j'ai fait un peu le bilan, David, mais je dois bien être à une trentaine de télescopes ou lunettes différents. Oui, mais alors, ce qui te permet, c'est quand même un aspect qui est très intéressant, d'avoir une connaissance, pour le coup, véritablement pratique et encyclopédique des différentes Ah ouais. formules optiques, des différents réglages qui vont avec, des problèmes et des limites, comme des points forts des différents appareils que tu as pu avoir entre les mains. Tout à fait. Alors c'était l'avantage, c'est que ça m'a permis effectivement d'expérimenter toutes sortes de trucs, toutes sortes de formules optiques différentes. Enfin celles qui étaient accessibles au moment, parce que ça aussi, ça a évolué. Alors l'optique évolue beaucoup plus lentement que le reste, hein. Si tu regardes Takahashi, c'est une boîte qui existe depuis un quart de siècle, hein. Les fluorites, il les sortait dans les années 80. Bon, après, il fallait avoir les moyens d'en acheter, mais ça existe depuis plus longtemps, hein. Mais c'est vrai que j'ai pu tester toutes sortes de matos et ça m'a permis d'expérimenter. Même si, dans cet intervalle de temps, qui a duré presque bonne quinzaine d'années, 15-20 ans, j'ai produit pas grand-chose finalement, hein. Si j'ai fait de la photo lunaire et planétaire, alors là j'ai des traces depuis 2003-2004, et notamment avec un appareil qui est pour moi mon plus beau souvenir, et c'est du Taka, comme par hasard, c'est le Mulon, le fameux Mulon 250, dans sa première version. Et là c'est un choc aussi au niveau de la finesse, du contraste, on regarde et on a tout de suite un plaisir immédiat, hein, et rien qu'en visuel, c'est fabuleux. Et en photo, c'est aussi fabuleux, hein.
C'est en plus un instrument léger, il fait 10-12 kilos, donc c'est vraiment le meilleur souvenir que j'ai, quoi. Après, j'ai des souvenirs de grosses galères aussi sur un certain nombre de matériel. Alors, c'est justement ton pire matériel, le pire matériel avec lequel tu as eu l'occasion de faire des tests, ça serait lequel? Eh ben, en fait, c'est plutôt mon pire souvenir. Après, il n'y a pas il y a pas de jugement sur les marques en tant que telles. Bon, même si on pourrait quand même en avoir. Ça pourrait être simplement une formule optique qui te... Les Schmitt casse-grains sont très aléatoires, quand même. Tu vois, j'ai eu énormément de plaisir avec un C8. J'ai eu un C8, j'ai tout eu dans la gamme Celestron, C8, C11, C14. C'est mon C8 qui était le meilleur, de très loin. J'ai quasiment jamais eu à la régler, il était d'entrée fabuleux. Voilà. Et puis j'ai eu aussi des mids, mais dans le même genre, Schmitt casse-grain. Mon pire cauchemar, ça a été un 300 que j'ai eu. Le machin était complètement un stigmate, quoi. Si tu veux. Donc, j'ai jamais eu. Enfin, c'était une horreur, quoi. Donc, voilà, optiquement, il n'était pas bon d'entrée de jeu, quoi. Ça, c'est certain. Alors, ça, je parle de l'observation. Ça, on le détecte en observation visuelle. Après, en astrophoto, on va voir, il faut quand même beaucoup plus d'expérience parce que je me suis retrouvé aussi parfois dans des situations où j'ai acheté trop vite. J'ai voulu aller trop vite, et surtout dans les phases où j'expérimentais comme ça, sans aller exploiter à fond le matériel, parce que je n'avais pas le temps et la dispo. Je me suis retrouvé, imagine-toi un jour, avec, tu devineras sans doute un peu le contexte, dans une coupole que j'avais achetée, qui était une coupole pétale, avec une monture astrophysique AP1200 et un C14 Edge. Ok. Et là, je me retrouve une nuit à faire de la photo à 3,50 m de focale, sans réducteur, sur, je me souviens très bien, c'était M51. Et là, je lance les poses, je lance mon guidage et tout, et je sors mes premières photos. J'avais une caméra QSI à l'époque, et là, je vois que c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. C'est pas net, c'est pâteux, etc. Et là, j'ai réalisé aussi que, si tu veux, le matériel, c'est bien, mais il faut que le bonhomme soit au niveau du matériel. Faut que toi, tu aies progressé aussi de la même façon sur tout un tas de techniques. Voilà. Donc, Thierry nous disait, au lieu de se demander si le matériel est assez bien pour nous, c'est intéressant de se demander si on est assez bien pour le matériel. je suis complètement en phase, complètement en phase. Et je pense que ça varie dans le temps, tu vois. Moi, j'ai connu plusieurs phases, et c'est vrai que il faut bien exploiter déjà ce qu'on a. Et une fois qu'on est à l'aise, alors plutôt il faut démarrer en courte focale. Une fois qu'on est à l'aise en courte focale, là, on peut commencer à se challenger, prendre des focales un peu plus longues, des diamètres un peu plus gros, enfin, y aller progressivement. Mais si tu passes directement, comme certains font, un C11, même un C9 ou un C8, il faut déjà savoir l'exploiter avec la focale qu'il a. Tu vois, c'est pas Donc la courbe complètement évident. d'apprentissage est pour toi quelque chose de capital. Ouais, c'est fondamental. Si tu vas trop vite, tu vas brûler les étapes, et en plus, certains se dégoûtent comme ça et finissent par abandonner, malheureusement. Quand on voit d'où tu es parti, d'où vous êtes parti globalement, la génération des tout premiers astrophotographes amateurs, finalement, quel regard portes-tu sur l'extraordinaire puissance et potentiel dont on bénéficie aujourd'hui entre les montures GoTo qui sont pour certaines surpuissantes, les caméras qui n'ont plus rien à voir avec l'argentique que tu as pu connaître, je pense aux caméras refroidies qui sont extrêmement sensibles. Comment tu regardes ça? Est-ce que tu as toi aussi, on l'a déjà évoqué avec d'autres interviewés, l'impression qu'on vit une espèce d'âge d'or ou qu'on est même, pourquoi pas, au début d'un âge d'or de l'astrophoto? Pour moi, on est en plein dedans, et je pense même qu'on y est depuis une dizaine d'années déjà. D'ailleurs, quand tu regardes, je regardais ça il n'y a pas si longtemps que ça, je me disais, mais finalement, tiens, depuis quand, si on prend alors quelques logiciels et quelques matériels représentatifs, typiquement une monture qui fait du GoTo, du plate solving, depuis quand on l'a? Les caméras refroidies, grand public, accessibles d'un point de vue financier, depuis quand on les a? Regarde ces boîtes, les boîtes qui les produisent, elles existaient quasiment, il y a 15 ans, elles n'existaient pas, en général. Traitement d'image, pareil, PixInsight, il y a 15 ans, n'existe pas. ZWO, pareil, il y a 15 ans, ça n'existe pas. Donc, je pense que les 10 dernières années, moi, j'ai vu un phénomène d'accélération. C'est-à-dire, j'ai vu arriver toutes ces techniques, notamment le plate solving dans les dernières, d'un point de vue amateur, ça existait d'un point de vue professionnel, mais ça s'est répandu d'un point de vue amateur, et alors là, ça a simplifié considérablement des tas de choses.
L'autofocus de la même façon, le go-to évidemment avec plate solving, ça c'est génial. Et puis les caméras SI, mais pas que, toutes ces caméras-là nous ont permis et refroidi avec des bonnes technos, des temps de chargement aussi, parce que les premières caméras, il fallait attendre 30 secondes avant d'avoir une image qui faisait 700 sur 500 pixels. Hein. Donc il y a ça aussi. Donc en fait, il y a une accélération. Je trouve que les 10 dernières années, il y a une accélération fantastique et je pense qu'on y est dans l'âge d'or, très probablement. Après, il y a l'évolution qu'on voit arriver là, qui est sympathique aussi, qui est cette sorte d'astronomie visuelle assistée là, entre l'astronomie visuelle et la photo d'ailleurs finalement. Hein. Lorsque tu prends des pauses très courtes, que tu les additionnes et qui te permettent de visualiser en direct ce que tu ne vois pas en visuel, c'est-à-dire typiquement une galaxie faible, par exemple, hein, une galaxie peu lumineuse. Ça, je pense que ces techniques, ces pratiques vont certainement se développer. En plus, c'est intéressant pédagogiquement. Tu y vois un avenir, alors pas forcément avec ces appareils-là, puisque tu parlais de visuel assisté, et que très vraisemblablement, l'erreur serait de les considérer comme des appareils d'astrophotographie, alors que sont véritablement des appareils de visuel assisté qui permettent de sortir une image. Est-ce que tu penses que dans ce côté tout automatisé, ça préfigure de ce que pourrait être l'avenir de l'astrophotographie? C'est probable, parce que tu vois les nouveaux, là, ce que proposent là, 2 ou 3 firmes là, avec les télescopes complètement automatisés là, qui quasiment s'alignent sur la polaire automatiquement, ensuite ont un capteur intégré, font même du traitement d'image intégré. On peut effectivement imaginer derrière que demain, après-demain, un système comme ça soit capable de sortir une image avec un pré-traitement et un traitement, alors peut-être pas équivalent à ce qu'on fait aujourd'hui sous PixInsight, hein, mais en tout cas avec une qualité qui s'en rapproche. Ça, c'est pas du tout exclu. Et alors, une autre question qui est un peu provocatrice volontairement, mais quand on a connu la courbe d'apprentissage, c'est-à-dire Ouais, quand on commence l'astrophoto, on réalise très vite qu'il va falloir apprendre plein de trucs dans plein de domaines différents, ouais. que ce soit la photographie, l'astronomie, la mécanique, enfin bon, bref, il faut devenir une espèce de bricoleur type agence touriste. Le fait qu'on aille vers quelque chose de très automatisé, où finalement on a moins besoin de comprendre, est-ce que c'est quelque chose qui te dérange? Est-ce que c'est au contraire quelque chose que tu trouves intéressant? Sans forcément passer pour un horrible réactionnaire, mais quel regard tu portes là-dessus? Comme je te disais, tu as vu tout à l'heure, je t'ai dit c'est pédagogiquement intéressant. Alors pédagogiquement intéressant sur le plan de faire découvrir l'astronomie ou d'ouvrir l'astronomie et l'astrophoto à des tas de gens qui sinon n'y viendraient pas. Donc ça c'est positif. Bon, le côté effectivement que je trouve dommage, c'est que finalement les fondamentaux, pour moi il y a des fondamentaux. Alors ça va peut-être faire vieux jeu de dire ça, mais il y a les fondamentaux, c'est quoi? C'est comprendre ce que tu fais. Quand tu prends une photo, quand tu fais une photo en astronomie, il y a quand même toute une démarche. L'alignement polaire, il faut savoir à quoi ça correspond, pourquoi il faut un alignement polaire, quoi, finalement, et comment on le fait. Donc ça, c'est intéressant. Une mise au point, c'est pareil. C'est quoi une bonne mise au point? C'est quoi une bonne collimation? C'est quoi? Enfin, il y a tout un tas de fondamentaux qui font que finalement, on arrive à une bonne photo. Et quand on a traité chacun des maillons, d'une part, on comprend mieux ce qui se passe dans toute la chaîne, mais surtout, on est capable d'optimiser. Et puis, on a appris, on a développé ses connaissances, et puis on sait progresser. C'est ça aussi, surtout, qui me semble intéressant, c'est qu'on se donne les moyens d'analyser nos échecs, de comprendre pourquoi on a échoué à tel ou tel endroit, et surtout de faire une correction. Le système automatisé, il va reproduire tout le temps le même comportement. Alors, je suis d'accord à un bémol près, c'est qu'il y a même, on pourrait même imaginer, et c'est déjà le cas, ils mettent de l'intelligence artificielle. Mais là, ça commence à me gaver un peu parce que l'intelligence artificielle, c'est très bien, à condition qu'on je dirais que ça soit une aide et que ce ne soit pas pour compenser un défaut d'intelligence tout court. Donc, voilà. On voit apparaître ça aujourd'hui, il y a de l'IA dans Photoshop, il y en aura peut-être demain dans PixInsight, je ne sais pas. Mais je pense que ça sera certainement dommage sur le plan de la compréhension des différentes étapes qui font que finalement on produit une bonne image et qu'on la traite correctement, etc.
Et c'est ça qui me semble un peu, ça court-circuitera un peu tout ça. Par contre, il est probable que pour une certaine population, pas pour nous, hein, moi je ne m'imagine pas satisfait avec une démarche comme ça, mais pour une certaine population qui n'a pas le temps, qui veut finalement un résultat, ça peut être intéressant. Mais on va sans doute, ça sera autre chose. On consommera de l'astronomie comme on consomme un programme, tu vois, une émission de télé ou une série. Tiens, je vais aller me faire M42 là. Je lance le robot là et puis il me fait M42, pouf, et j'obtiens ma photo et je suis content, je la distribue à la famille. Bon, c'est sympa effectivement, mais c'est une consommation, quoi. Tu viens à consommer un truc que tu connais pas finalement, que tu sais pas comment ça s'est construit, comment ça s'est développé. Ça boucle avec quelque chose que tu disais tout à l'heure. Tu parlais du fait d'aller dans des clubs, éventuellement de trouver un mentor. Et c'est vrai que quand Ouais. on évoque le terme mentor, on peut très vite, et c'est mon cas, penser à une histoire de quête initiatique. Est-ce que tu Ouais. penses que l'extrême difficulté, parce qu'il ne faut pas se tromper, c'est difficile, c'est complexe l'astrophoto, c'est pas insurmontable, mais ça demande un véritable investissement personnel. Est-ce que tu penses qu'il y a un côté progression personnelle à travers sa progression en tant qu'astrophotographe, ce que Carl Sagan décrivait en disant que l'astronomie incitait à l'humilité et fortifiait le caractère? Et est-ce que tu penses que le fait de partager, de transmettre est capital dans cette pratique? Ah oui, ah oui. Pour moi, c'est d'autant plus vrai alors. Parce que aussi, je suis arrivé à un âge où ça y est, j'ai une petite fille. Et très très tôt, je lui ai appris ce que c'était que les étoiles, quoi. Et je trouve que c'est transmettre, que ce soit à ses enfants, mais aussi à d'autres, partager, faire en sorte aussi que toi, tu as connu des galères, mais tu as aussi su trouver des solutions. Ça peut aider considérablement les autres personnes, à condition d'être capable d'expliquer ce qui va avec, quoi. Tu vois, faut pas tout de suite. Il y a un côté pédagogique aussi, mais non, ça me semble fondamental. Ah, ça, j'adore ça. Alors, cette question revient à chaque fois et reviendra à chaque fois pour faire comprendre aux débutants que même les vieux de la vieille, les plus habitués, les meilleurs astrophotographes du monde ont connu et connaissent encore et connaîtront encore des difficultés, voire des impondérables. Est-ce que tu as un souvenir particulièrement idiot d'une galère, d'un oubli de ta part qui t'a pourri une soirée et qui, au final, te fait te dire à la fin quelle andouille? Oh, bah oui, oui. C'est souvent lié. Alors, c'est aussi lié au fait que j'aime bien. Alors, j'ai mon observatoire, mais j'adore l'astronomie nomade aussi. Ça reviendra à la photo de paysage nocturne. J'aime bien être en connexion avec les étoiles finalement. Quand je vais observer, j'ai besoin de ce contact, cette connexion. Et donc, l'astronomie nomade t'oblige à trimballer du matériel, hein. Et qui dit trimballer du matériel dit checklist, tiens, comme j'écoutais la Mathieu Guido qui avait oublié son trépied là une fois. Bon, bah, moi, c'est pas le trépied que j'ai oublié, c'est un petit accessoire à la con. Hein. C'est pas très vieux, hein, ça date de 4-5 ans. C'est ce qu'on appelle l'adaptateur. Là, c'est sur une monture équatoriale. On met ça sur l'axe polaire et on y place une petite caméra pour faciliter l'alignement polaire, hein, voilà. Et ça, depuis que j'avais ça, l'alignement polaire, avant, je le faisais, technique des années 80-90 avec le chercheur, la petite lunette dans le centre, dans l'axe de rotation. Et puis là, on se penchait, et puis après, on cherchait le pôle. Alors, déjà, il fallait trouver le pôle par rapport à la polaire. Et puis, tout se faisait optiquement, machin, bidule. Alors, c'était assez pénible, surtout quand tu commences à avoir un peu mal au dos, tu vois, arriver. Et là, je me retrouve un soir, putain, j'ai oublié le petit adaptateur à la Schtroumpf là, qui se visse sur le haut de l'axe polaire, et ensuite tu mets la caméra dessus. Donc j'essaye de bidouiller un truc pour quand même coller la caméra, mais évidemment, c'est lamentable, je n'ai pas ce qu'il faut pour résoudre le problème. Donc, retour à la case départ, je me remets dans un alignement optique à la façon fin des années 90, quoi, début des années 2000. Et là, alors là, rebelote, quoi. Bon, alors où est le pôle? Oui, merde, là, je cherche la petite application. Heureusement, on a le smartphone qui te donne la position du pôle par rapport à la polaire. Hop, tu le trouves. Puis après, tu essayes de le positionner correctement dans cette espèce de petite lunette mal éclairée, mal foutue et tout ce qu'on veut. Tu essayes de positionner tant bien que mal la polaire, et au lieu d'y passer 3 minutes, j'ai dû y passer facile 45 minutes ou 1 heure pour un résultat sans doute médiocre. Ça m'a bien pollué le. Bon, maintenant je fais gaffe, pas oublier.
Et c'est ce qui m'a d'ailleurs un peu amené à, quand je me suis remis vraiment de façon importante à l'astronomie depuis les 3 dernières années, là, comme j'avais beaucoup plus de temps, ça m'a amené à faire des checklists. Quand tu te déplaces, De toutes les images que tu as eu l'occasion de prendre, laquelle ou lesquelles sont pour toi les plus satisfaisantes ou émouvantes à regarder? bah, la première image CCD, c'est de la Lune là que je tire. Pour moi, je tombe par terre, quoi. Celle-là, tu l'as encore? Non, celle-là, je l'ai pas. Je l'ai pas. Je crois pas que je l'ai. Il faudrait que je cherche, mais je crois pas. C'est quand même pas, c'est pas tout jeune. Ça doit remonter dans les années 97-98. J'ai monté à peu près le Kitodin dans ces années-là. Je dois plus l'avoir. Non, je crois pas. Et ça, c'est fabuleux. Et puis après, après, c'est les photos que j'ai faites avec le Mulon de Mars en particulier de Mars et de Saturne. Ça, je les ai. C'est du numérique là, par contre, aussi. Et puis après, là, récemment, là, depuis que je me suis mis vraiment au ciel profond depuis les 2-3 dernières années, là, où là maintenant j'ai de la dispo, je pense, c'est la galaxie M63. Alors pourquoi celle-là? Bizarrement, je la prends de chez moi, de mon observatoire, et là, je galère quand même un peu avec. Je fais ça en LRGB, hein, luminance, et puis les 3 couleurs, avec tous les fils qui vont bien. Je suis content J'ai 3 nuits d'acquisition, hein, quand même. Donc, je suis content de l'acquisition. Et quand je commence à développer, je vois quand même que j'ai des gradients un peu partout, etc. Bon, donc, le traitement va s'avérer compliqué. Et quand je commence à superposer les filtres couleurs et ajouter la luminance, je commence à voir apparaître le détail dans les bras spiraux et les couleurs. Et là, c'est fabuleux parce que c'est une galaxie, la galaxie du tournesol, hein, comme on dit. Elle est, tu sais, elle est jaune-orangée, hein, tu vois laquelle c'est. Et elle a plein de petits détails granuleux, floconneux dans les bras. C'est absolument sublime. Et quand je vois l'image apparaître peu à peu avec le traitement PixInsight, ça, c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai. Parce que j'avais vu, je vois des brutes, tu te disais, ça va être merdique, quoi. Ben non. Finalement, après pas mal de boulot, ça a été chouette. Ça, c'est quand même un très beau souvenir. Et encore un, c'est quand j'ai changé de matériel pour un RASA. Là, j'étais parti dans les Cévennes pour tester le RASA, pour l'expérimenter directement. Et là, j'avais une lune terrible, mais bon, peu importe. Et là, je faisais du SHO. Et la première image H-alpha que j'ai prise, mais avec un temps de pause ridiculement court je crois que c'était de 15 minutes, enfin 3 fois 5 minutes, donc 15 minutes, je vois sortir ce H-alpha sur la nébuleuse du cœur. Et là, une foultitude de détails absolument fabuleux, quoi. C'est la rapidité du RASA à 400 mm y était pour beaucoup, et le ciel aussi sans doute, mais ça fait partie de mes meilleurs souvenirs. Y a-t-il des astrophotographes dont tu admires le travail ou dont tu trouves le travail particulièrement inspirant? Oui, alors Jean-Baptiste Auroux, hein, très clairement, là j'aime beaucoup son site. Alors, je crois que son site est fabuleux aussi, c'est pour ça. Mais les images aussi qu'il a produit avec son setup sont magnifiques. Et aussi la capacité qu'il a de transmettre, je trouve que ça c'est intéressant parce que son site est extrêmement bien documenté et surtout il raconte une histoire finalement. Il raconte l'histoire de l'objet. Ça, je trouve ça intéressant aussi le côté préparation, documentation sur l'objet. Il y a une histoire autour d'un objet quel qu'il soit, une nébuleuse, une galaxie, peu importe. Et puis après, il décrit toutes les phases du traitement, ce qu'il faut, les trucs à éviter, les trucs à faire ou les trucs à essayer. Et c'est une mine d'infos absolument assez rare quand même, je trouve, aujourd'hui dans les sites, parce que très souvent on trouve foultitude d'images, notamment sur Astrobin, hein, c'est fantastique, mais autant d'informations, de descriptions de comment finalement obtenir cette image et comment la traiter, ça donne énormément d'idées. C'est une source d'inspiration assez fabuleuse, quoi. Donc oui, Jean-Baptiste, après il y en a plein, hein, ceux qui sont les plus actifs dans les réseaux sociaux sont souvent ceux qui produisent le plus aussi, hein. Bon, comme Mathieu Tecchi, Mathieu Guinaud, je trouve qu'ils produisent des trucs fabuleux. J'ai été aussi en contact avec Baptiste Zlock, là, la Zlock Team, là, qui a fait du super boulot, notamment d'ailleurs dans la vulgarisation des traitements PixInsight. Moi, j'ai démarré avec eux d'ailleurs. C'était vraiment, vraiment génial. Donc, des gens comme ça. Thierry, forcément, un peu plus de ma génération, même s'il est plus jeune que moi. Thierry, j'ai toujours suivi tout ce qu'il faisait, notamment au travers
des photos qu'ils prenaient avec l'ISS devant la Lune, le Soleil, dans des conditions absolument dingues, quoi. Des éclipses de soleil aussi. Donc, dans des types de photos assez atypiques à l'époque, j'ai toujours adoré ce qu'ils faisaient, quoi. Donc, des gens comme ça. Et avant, comme je te disais, c'était les astrographes, les astrophotographes de l'argentique, comme Gérard Thérin et Christian Arcidi, qui m'ont pas mal inspiré, quoi. Si tu devais donner des conseils à un astrophotographe en devenir, quelqu'un qui vient de voir et qui dit voilà, je voudrais faire des photos de galaxies et de nébuleuses, tu lui conseillerais quoi? Je dirais, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est démarrer d'abord, faut trouver le matériel adapté, hein, donc en adéquation avec tes connaissances du moment. Et pour faciliter ça, c'est sans doute démarrer avec des focales courtes, parce que c'est finalement le plus simple. On va tomber sur des lunettes, des petites lunettes. Alors les lunettes se sont énormément popularisées, hein. Les prix ont baissé, la qualité a augmenté de façon fantastique. Donc la qualité optique est très bonne en général. Le poids, c'est léger, donc petite monture, petite lunette. Tout est facile à, je dirais, maîtriser en termes de poids et de suivi et de guidage. Donc c'est mieux de commencer avec des focales courtes. En plus, c'est valorisant parce que les champs vont être beaucoup plus grands. On va pouvoir faire des objets d'entrée plus lumineux à grand champ, type grande nébuleuse ou grande galaxie. Et il faut commencer par ça déjà, hein. Ça sera moins exigeant et on va se faire très plaisir. Et c'est essentiel d'avoir le fameux rapport plaisir sur emmerdement toujours bien conservé, c'est-à-dire faire gaffe à pas trop galérer. Même si, ça c'est mon deuxième conseil, il faut accepter les galères. Et je pense que même, il faut en avoir. Quelqu'un qui me dirait qu'il n'a pas galéré en astro, je dis c'est pas possible, tu n'as pas fait d'astrophoto là. Non, il y a un truc qui va pas, quoi. Non, il faut accepter les galères, mais surtout, il faut analyser, il faut tirer les leçons des galères, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre des galères. La plupart du temps, il y a un truc qu'on a mal fait, voire plusieurs. C'est toujours très enrichissant, hein. Et la galère va permettre, finalement, c'est le moteur de la progression, pour moi. C'est essentiel. Donc ça, c'est le deuxième truc. Après, je dirais qu'il y a le côté aussi, peut-être, on a une tendance, quand on démarre l'astrophoto, on est tellement avide qu'on shoot un peu tout. Hein, on a envie de se faire tous les grands objets là, en série, là, snack. Ça nous fait pas peur de faire plusieurs objets la même nuit d'ailleurs. Et donc, on fait du zapping, hein, la mode zapping, on zappe un peu les objets. En fait, je pense qu'il faut pas faire ça. Enfin, on peut s'autoriser à le faire pour se faire plaisir, ça y a pas de souci. Mais si on veut vraiment progresser, vaut mieux faire. Et c'est vrai d'ailleurs de la photo en général, hein, vaut mieux faire 3-4 bonnes images par an et en être très satisfait, y mettre le plus de soin possible que d'en faire 30, 50 ou 100. C'est pas la peine, quoi. Donc, moins d'objets, des objets, des nébuleuses, des galaxies, ou peu importe, un grand champ aussi, mais gérer en mode projet. C'est-à-dire que pour moi, alors c'est sans doute aussi dû au fait que de ma formation, mais je pense que le mode projet est important. C'est ça qui donne satisfaction. La phase de préparation, par exemple. Je trouve que Jean-Baptiste aussi décrit ça. Moi, je partage la même chose que lui. Connaître l'objet, se documenter sur l'objet. C'est quoi ce que j'ai envie de faire, c'est quoi finalement, son histoire, etc. Puis ensuite, voir comment on va cadrer l'objet. Pour moi, le cadrage et la composition est extrêmement important. Même si c'est plus important en photo de paysage nocturne qu'en photo, en astrophoto pure. Mais la composition et le cadrage, comment je vais orienter ma caméra, comment je vais cadrer mon objet. Ou bien est-ce que je vais, par exemple, le cadrer avec un deuxième objet, ce qui va renforcer peut-être l'intérêt du champ, etc. Donc la composition, et ensuite, bien sûr, comment est-ce que je fais en NRGB avec des filtres RGB en couleur classique ou bien en fausse couleur, quel temps de pause, etc., etc. Donc préparer mon truc, et après je déroule, j'automatise ma séquence. Donc l'acquisition est fondamentalement importante aussi, hein, à veiller à chaque étape de l'acquisition. Donc il faut bien connaître son matériel, hein. Là, c'est les fondamentaux que j'évoquais tout à l'heure. On ne pourra pas les décrire ici, mais il y a tout un tas de trucs. Alors, profitons de l'âge d'or de l'astronomie. Aujourd'hui, quelqu'un qui démarre a tout en ligne. Il a des tutos, il a des vidéos, il peut tout trouver. Il peut poser des questions quand il ne sait pas. Donc allez-y, quoi. Allez-y, posez des questions, échangez. Échangez en particulier lorsque vous êtes planté. Là, vous allez être déplanté. Ça, c'est fondamental. Et je pense qu'on a cet avantage aujourd'hui par rapport à
il y a 15 ans ou 20 ans, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on peut, la courbe d'apprentissage, au lieu de durer 10 ans, si on s'accroche bien comme avant, avant les années 2000, en 2-3 ans, vous pouvez exploser en termes de, je pense, de progression photo. Et d'ailleurs, l'exemple le montre bien avec ceux que tu as pu interviewer ces derniers temps, là. Tu parlais du programme Apollo qui a eu une importance fondamentale sur ta pratique de l'astronomie. Est-ce que tu as eu d'autres éléments qui t'ont envoyé un peu la tête dans les étoiles, mais des éléments plus fictionnels comme des films ou des bouquins qui ont aussi joué un rôle là-dedans? Déjà, à la base, en même temps, je suis un fan de science-fiction et d'anticipation. Donc là, je connais tous les acteurs, les auteurs et les films. J'ai vu, je pense, à peu près tous les films dans ce genre de catégorie. Après, il y a des films qui marquent, évidemment. Star Wars, quand je vais en 78, quand avec un de mes copains, justement, avec qui j'observe avec le petit 114-900, on va voir le Star Wars, le premier, là. C'est un coup de pied parce que quelque part, on réalise que tout ce qu'on a rêvé et tout ce qu'on a lu dans nos bouquins de science-fiction, là, il y a quelqu'un qui est capable de les transformer une sorte de réalité, de pseudo-réalité, quoi. Le voyage dans les étoiles et tout ça, ça a été fantastique pour moi. Le premier Star Wars, c'est fantastique, quoi. Fantastique. Et puis après, j'ai adoré Space Cowboy, là, on démarrait l'interview avec ça, parce qu'il y a un côté fantastique avec les papilles là, de astronautes, cosmonautes et techniciens là, qui reviennent pour intervenir sur un satellite d'antan. Ça, je trouve ça vraiment génial, là, le choc des générations. Et puis Interstellar dans les derniers. Là, j'attends Dune avec impatience, parce que j'ai été un lecteur de Dune assidu. Bon, il y en a plein, en fait. Et oui, ça, c'est d'un point de vue émotionnel, c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux. Tu animes un groupe spécialisé dans le paysage nocturne, appelé également Nightscape, au sein de la Société d'astronomie de Rennes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette activité qui est finalement très concomitante de l'astrophotographie, tout en étant apparemment, en tout cas, plus simple et plus légère? Pour moi, l'astronomie, enfin l'astrophoto, je pourrais pas en faire uniquement sans faire du nightscape, de la photo de paysage nocturne. C'est en fait super complémentaire. Je trouve que ça s'oppose pas du tout. Il y en a une, la technique astrophoto est quand même assez précise, assez intense, on va dire. C'est très technique finalement. On est vite aspiré par les réglages de son matériel et puis voilà. Et puis des fois, on prend pas assez de temps non plus à regarder finalement ce qu'on photographie, tout simplement. Et donc, du coup, le Nightscape, c'est un petit peu l'opposé, c'est-à-dire que on est vraiment complètement immergé dans la nuit. Alors moi, j'adore aussi la nuit, les ambiances nocturnes c'est fabuleux. Ça t'oblige aussi forcément, parce que tu n'en fais pas chez toi uniquement, loin de là, et au contraire, ça t'oblige aussi à chercher des spots, de beaux spots avec des beaux premiers plans. Et là, il y a tout un travail de préparation, de repérage des spots qui est vraiment excessivement intéressant. Et puis, quand on va faire du Nightscape, on prend son boîtier et puis un objectif à la limite, et puis on y va, et un trépied, quoi. Et on a peu de matériel, c'est léger, et donc ça laisse une part importante à la créativité, hein. Et puis, finalement, on marche, on se déplace, on est vraiment immergé dans cette nuit, dans ces ambiances nocturnes, et ça, on y prend énormément de plaisir. Donc, pour moi, c'est extrêmement complémentaire. Et quand je fais de l'astronomie d'ailleurs aussi, j'ai besoin de ce contact avec ce que je prends en photo, j'ai besoin de le voir, j'ai besoin de l'observer, j'ai besoin d'être immergé. Et donc, le Nightscape m'apporte tout ça, quoi. Mais tu considérais que le Nightscape est un bon moyen d'avancer vers l'astrophoto quand on part, par exemple, en étant totalement néophyte en astronomie, par exemple? Je pense que oui, parce que ça se rejoint à un moment donné. Par exemple, le Nightscape, alors il y a quand même un petit peu de technique, évidemment, un petit peu de matériel et un peu de technique, mais beaucoup moins qu'en astrophoto. Mais le Nightscape, ça va aussi jusqu'à prendre effectivement la Voie lactée, par exemple, en arrière-plan, ou une partie de la Voie lactée, hein, et puis trouver un premier plan comme un étang, une rivière, la mer, etc. Et quand on fait ça, on va vouloir effectivement avoir la meilleure qualité de prise de vue de l'arrière-plan, donc de la Voie lactée, de la faire ressortir. Alors on est très vite,
on démarre sur un trépied et donc on est limité au fameux filet d'étoiles, à l'effet de la rotation terrestre qui dépend de la focale d'objectif qu'on utilise. Et juste après, en fait, l'étape qui suit cette prise de photo sur un trépied finalement fixe, c'est de prendre des petites, ce sont des toutes petites montures très légères qu'on appelle des trackers là, qui permettent de faire du suivi d'étoiles. Donc il y a juste une rotation sur un axe avec un système soit mécanique, soit électrique, ça dépend. Et donc là, on peut prolonger la pause. Et là, on commence à se rapprocher un petit peu de l'astrophoto, hein, tu vois, puisque là, on peut être amené à faire des pauses pendant 2 heures en laissant l'appareil tourner. Alors, avec des très courtes focales, on travaille, là, pour le coup, on est dans des focales entre, disons, alors le très grand champ à 8, 10, 14 mm, jusqu'à quasiment un 135, voire un 200 mm. Bon, 200, ça commence déjà à être un petit peu limite pour ce genre de monture. Et donc, quand on fait ce genre de photos avec des zooms ou des téléobjectifs, on commence à se rapprocher aux caractéristiques déjà de l'astrophoto grand champ avec de très courtes focales. Tu vois, ça... Et par contre, avec un équipement beaucoup plus léger. On n'a pas d'autoguidage, on fait un alignement polaire, mais on n'a pas d'autoguidage. Et puis, on a juste le suivi. Et on fait ou pas, selon les cas, ce qu'on appelle des dark, des flats et des offsets, mais pour améliorer son image. Mais on va commencer à la traiter avec des techniques qui se rapprochent effectivement de celles de l'astrophoto. Du coup, est-ce que tu penses que le Nightscape rajoute un côté participatif, je dirais pas coopératif, mais communautaire, au fait de partir à plusieurs et de pouvoir contempler ensemble, créer finalement son cadrage, son angle de vue, quelque part en jouant aussi avec le paysage qu'on a devant soi au niveau terrestre. C'est quelque chose que tu considères peut-être plus contemplatif que l'astrophoto, où on a quand même très souvent le nez dans son matériel à tout régler quand même. Tout à fait. D'ailleurs, très souvent, ce qu'on fait, alors, comme tu dis, l'effet groupe est fondamental, hein, on aime bien partir à plusieurs, même si c'est un exercice qu'on peut faire aussi tout seul dans la nature, la nuit. Alors, certains me disent qu'ils hésitent quand même à partir tout seul la nuit, hein. Il y a quand même un aspect toujours un petit peu la nuit, dans certains contextes, certaines personnes peuvent avoir une peur, ou bref. Donc, mais c'est d'autres sensations beaucoup plus fortes d'ailleurs quand on est tout seul de nuit. Mais on y va la plupart du temps effectivement en groupe. Et ça, c'est assez fabuleux parce que, alors, déjà, on peut faire aussi des petites photos de groupe où on se prend nous-mêmes au premier plan et avec un super arrière-plan. Donc, on peut jouer aussi avec ça. On peut jouer avec la lumière. Et puis, surtout, en groupe, on va tenter des cadrages, des positionnements. On va chercher des perspectives complètement différentes. Donc, ce qui est intéressant aussi après, quand on partage nos photos, là, il y a un effet partage assez immédiat, d'ailleurs, beaucoup plus rapide, c'est qu'on va voir finalement le même sujet pris avec des focales différentes, mais des points de vue et des perspectives différentes. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et on apprend d'ailleurs aussi pour un groupe, ça permet d'apprendre très très vite, hein, puisque chacun aide l'autre, ça se fait de façon complètement naturelle. Oui, parce que finalement, en astrophoto, en acquisition, la créativité s'exprime peu. Elle va s'exprimer Ouais, beaucoup au moment du traitement, mais tout à fait. les possibilités de réglage d'un APN entre les ISO, la durée d'exposition, etc., permettent d'être, à mon avis, plus singulier sur chaque photo. Alors, oui, sauf que depuis à peu près 2 ans, on voit apparaître ce qu'on appelle une nouvelle technique. Alors, je ne sais pas si tu regardes, alors il y a de très très bons groupes sur Facebook d'ailleurs. Il y en a un qui s'appelle le collectif Nox, là, qui est constitué par des photographes de nightscape, de paysages nocturnes amateurs ou semi-pro, des gens très connus comme Maxime Audoux, Laurent Laveder. Ce groupe a récemment proposé une sorte d'éthique parce que on voit une sorte de dérive dans la photo d'un nightscape qui consiste en fait à faire du montage. C'est plus proche du montage et du collage photo que de la photo one shot, si tu veux, de nuit. Pourquoi? Parce qu'en fait, très souvent, on a un premier plan, un arrière-plan en photo de paysage nocturne. Donc, quand tu prends par exemple une photo d'arrière-plan de Voie lactée, tu vas vouloir prendre plusieurs photos pour améliorer ta Voie lactée, comment elle ressort, améliorer les détails, sa luminosité, son contraste. Et du coup, le premier plan, très souvent, n'a pas la bonne exposition. Donc, en fait,
on va changer, on va prendre des prises de vue avec des expositions différentes pour le premier plan et l'arrière-plan. Et certains vont même jusqu'à changer la focale entre l'arrière-plan, entre le premier plan et l'arrière-plan, etc., etc. Voire même faire du montage. Tu te retrouves avec des trucs complètement aberrants. Là, c'est l'autre extrême où tu vois tout à coup la galaxie M51 énorme au-dessus de la plage. Bon. Donc, si tu veux, on peut aller très loin dans ce montage. Alors, non pas que l'exercice n'est pas intéressant, c'est une autre discipline pour moi, c'est du collage photo, c'est une sorte de démarche artistique qui peut être intéressante d'ailleurs. Et donc, du coup, en photo de paysage nocturne, le principe de base dans ce collectif, j'ai pu discuter pas mal avec Maxime Oudou là-dessous aussi, c'est de se dire, restons près de la réalité. On ne va pas retranscrire ou modifier cette réalité. C'est-à-dire qu'il faut que ça corresponde à quelque chose qu'on a vu. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros qu'on a vu qu'on a, entre les photos d'arrière-plan et la photo de premier plan, c'est pris au même moment. Okay, c'est pris au même lieu, avec le même appareil photo et la même focale, ça c'est super important. Par contre, on peut jouer effectivement après sur l'exposition. C'est-à-dire que typiquement, si tu regardes les photos, parmi les plus belles qui ont été prises récemment, on va par exemple prendre 10 vues pour le premier plan, mais avec une certaine exposition pour le faire ressortir comme on désire. Et puis l'arrière-plan, on va peut-être cumuler des prises de vue de 30 secondes pendant 2 heures. Okay, mais on va garder la même perspective, tu vois. Il y a une unité de lieu, de temps là, et puis le même moment, grosso modo. Et ces règles-là permettent d'éviter des débordements qui peuvent être complètement des trucages finalement qui peuvent être qui sont un peu ambigus parce que du coup, sur les réseaux sociaux, tu as beaucoup de gens qui réagissent en disant waouh, c'est fantastique, c'est quoi ça? Alors que ça correspond absolument pas à la réalité. Hein. L'avantage aussi sur l'astrophoto, c'est que quelques nuages n'empêchent absolument pas Au de faire contraire. un Ah bon oui, au métier. contraire. Au Au contraire. contraire. Hein. J'ai même eu, moi, parmi les plus belles photos que j'ai prises, je crois que c'était, je suis parti, il faisait très mauvais, il pleuvait, il y avait des alternances soleil et pluie, et j'arrive au coucher du soleil, et là, je vois des nuages noirs arriver, et puis tantôt des très belles éclaircies. Ça varie quasiment toutes les minutes. Là, faut savoir se positionner et saisir le bon instant. Hein, c'est un peu le principe de Nightscape, au bon endroit, au bon moment. J'ai souvent l'habitude de dire ça. Mais là, c'est fantastique parce que c'est souvent dans ces conditions d'éclairage difficiles, mais extrêmes, de fort contraste, de forte luminosité, que tu tires les photos les plus belles ou qui sont comment dire, qui retranscrivent une émotion aussi forte. Quoi. Voilà. Il n'y a jamais de réaction bizarre des gens, on va dire autochtones, lorsqu'ils voient défiler une secte un peu bizarre avec sac à dos, sac photo, trépied à la main, en train de se réunir à plusieurs au milieu de la nuit pour prier un dieu invisible. Ouais, bah, c'est sûr que ça peut faire un peu secte, surtout quand on débarque avec nos objectifs, nos trépieds, tout un tas de trucs. Oui, mais c'est vrai aussi que la nuit, alors sauf en début de nuit, tu vas rencontrer des gens. Après, ça devient beaucoup plus rare, on va dire. On a pas mal d'anecdotes sur le sujet. C'est vrai que des fois, certains d'entre nous se sont fait peur aussi, alors soit avec des animaux d'ailleurs, soit avec des bruits étranges qui sont tout à fait normaux en fait de jour, mais de nuit, c'est une sorte d'accentuation là de t'as toutes tes sensations. Hein. Finalement, tu vois, le son est démultiplié, enfin, ça te paraît démultiplié. Donc, très, très vite, effectivement, tu peux ressentir beaucoup plus fortement des choses banales, ou les imaginer d'ailleurs, et ça dépend un petit peu de chacun, là. Mais les gens sont plutôt intéressés en général. Je trouve qu'ils viennent plutôt nous voir ou nous poser des questions. Enfin, en tout cas en début de nuit, parce que très vite après, on n'a plus personne. Hein. C'est à part les oiseaux, les chiens et et quelques animaux qui nous croisent, le reste, non, ça disparaît assez vite. Mais du coup, c'est à un moment où l'être humain est un peu moins chez lui et la nature un tout petit peu plus chez elle. Exactement. Et c'est vrai que le son, et d'ailleurs, pour compléter, tu vois, il y a quelque chose qu'on voudrait essayer de faire dans le groupe, là, c'est d'aller, alors, le Nightscape aussi t'amène à la vidéo à un moment donné, tu vois, au montage vidéo, voire faire des vidéos de nuit, voire faire des time-lapse aussi, donc monter tes photos avec la notion de temps, c'est-à-dire que tu vas montrer comment le paysage évolue par exemple, toutes les minutes, quoi. Et ce qu'on commence à regarder, c'est la prise de son en direct, c'est-à-dire
retranscrire en fait ce qu'on entend la nuit en plus de ce qu'on voit. Parce que ça, c'est en fait extrêmement, c'est quasiment d'ailleurs aussi important que ce qu'on voit d'ailleurs dans certains cas. Hein. Le son est fondamental et il y a un gars excellent, là, je crois que c'est Guillaume Cana dans les Cévennes, là, qui a fait des time-lapse d'un étang avec la Voie lactée, les étoiles qui se déplacent au-dessus de l'étang, et en même temps, on entend les animaux derrière, des brames, tu sais, des choses vraiment qui accentuent encore le côté. Expérience sensorielle globale, finalement. Exactement. Et ça, c'est chouette. Merci Pascal pour ce moment en compagnie d'un véritable Space Cowboy. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words,